Bonjour les passionnés, bonjour les analystes. Salut à celles et ceux qui aiment comprendre le monde, celles et ceux qui admirent les grandes femmes, les grands hommes, ces grandes femmes, ces grands hommes qui ont changé le monde. Histoire, géopolitique, relations internationales, mouvements sociaux, transnationaux, concept de l'analyse, it's the place to be. Générique. I have a dream. By any means necessary. L'objectif à travers cette chaîne est de diffuser auprès du public le plus large possible des concepts issus de 4 disciplines qui permettent aux analystes les plus médiatiques, que ce soit dans la presse audiovisuelle dite traditionnelle ou à travers les réseaux sociaux, de proposer des analyses du monde dans lequel nous vivons, de tenter de le structurer mentalement. Ces 4 disciplines sont l'histoire, la géopolitique, les relations internationales et la sociologie des mouvements sociaux transnationaux. Un terme qui peut a priori sembler barbare, mais que je me propose d'expliciter dans les vidéos qui suivent. La neutralité n'existe pas en ce monde. La bataille est d'abord au niveau des idées, du cadrage, du narratif ou encore du storytelling. Maîtriser les concepts clés issus de ces 4 disciplines permet de s'en rendre compte. Grâce à cet appareillage conceptuel digéré, intégré, il est possible de prendre du recul sur les analyses parfois orientées qui sont diffusées non seulement dans les médias traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il est possible de comprendre que certaines analyses ne sont pas neutres, que bien souvent il ne s'agit pas de faits à l'état brut, mais de visions du monde construites à partir de faits sélectionnés. Maîtriser des concepts clés issus des grandes disciplines que sont l'histoire, la géopolitique, les relations internationales et la sociologie des mouvements sociaux transnationaux permet de prendre du recul sur des analyses qui peuvent certes être de bonne facture, mais qui ne sont pas toujours neutres. Des analyses qui contribuent pourtant à façonner, parfois de façon involontaire et sans même que l'on s'en rende compte, les visions que l'on se fait du monde et à orienter, par là même, nos comportements citoyens. Mais je me dois d'être intègre aussi. Dans tout travail qui se veut scientifique, rigoureux et transparent, il est important d'expliciter d'où l'on parle. C'est-à-dire de dire, même brièvement, aux personnes à qui l'on s'adresse, à qui l'on propose de la matière intellectuelle, qui l'on est, quel est notre parcours intellectuel, notre formation. En ce qui me concerne, je suis professeur d'histoire depuis presque 20 ans. Je suis également titulaire d'un Master 2 en gouvernance et action internationale et doctorant en sociologie et sciences politiques. Si je précise cela, ce n'est pas pour revendiquer une quelconque autorité, mais pour clarifier le cadre de cette chaîne. Je parlerai ici à partir d'outils et de méthodes issus des sciences sociales. Je m'exprimerai à partir d'outils et de méthodes qui permettent de décrypter le monde dans lequel nous vivons, de tenter de l'objectiver, de tenter de le rendre un peu plus intelligible. À travers mes études et mon métier, je pense en effet avoir acquis ce bagage intellectuel qui permet de se construire une vision personnelle du monde sans avoir à dépendre à outrance des analyses d'autrui. Mon objectif ici est de partager ce bagage intellectuel, mais de la façon la plus neutre possible, c'est-à-dire sans mettre en avant une quelconque appartenance politique ou religieuse. En effet, je m'efforcerai d'adopter une posture analytique, en distinguant autant que possible ce qui relève de l'analyse et ce qui relèverait d'une opinion personnelle. Il ne s'agit pas pour moi de tenter de vous influencer, mais de diffuser un savoir peu démocratisé, un savoir qui circule dans des milieux spécialisés, universitaires, un savoir maîtrisé par celles et ceux qui ont la chance de faire ces grandes écoles où l'on forme analystes, journalistes ou politiques de demain. Si certaines de mes formulations vous semblaient néanmoins ambiguës, discutables, nous pourrons bien évidemment en discuter sereinement en commentaire. Mais passons maintenant aux définitions de ces 4 disciplines clés qui permettent de mieux comprendre le monde, de mieux le structurer mentalement. Et commençons tout d'abord par l'histoire. De quoi s'agit-il? Lorsque l'on parle de l'histoire, il s'agit en fait de l'étude du passé, mais de façon méthodique, scientifique. Le principe essentiel, lorsque l'on fait de l'histoire avec un grand H, est d'utiliser, de croiser
et de citer ses sources afin que chacun puisse aller vérifier ce qui est avancé. Ces sources peuvent être de différentes natures, fouilles archéologiques, documents iconographiques comme des peintures ou des gravures par exemple, mais aussi des textes anciens sous forme de lettres, d'articles de presse ou encore des témoignages. Les témoignages, en plus d'être de potentielles sources de l'histoire avec un grand H, renvoient aussi à un autre concept, celui de la mémoire. Ce concept de la mémoire diffère quelque peu de l'histoire et nous y reviendrons dans un épisode dédié. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'histoire n'est cependant pas une discipline morte, qui ne se trouverait que dans les livres ou manuels scolaires. Pour le dire de façon triviale, il ne s'agit pas d'une matière de nostalgique poussiéreux, juste bon à accrocher des portraits de Louis XIV dans leur salon. L'histoire permet en réalité non seulement de tenter de comprendre, d'écrire le passé, mais aussi, et peut-être même surtout, de faire de l'analyse du présent et de tenter des projections pour le futur. C'est la raison pour laquelle tous les grands dirigeants et dirigeantes de ce monde ont des historiennes et historiens comme conseillers ou conseillères. Certains historiens sont même devenus des politiques de premier plan, nous y reviendrons aussi. Comme le disait dans une traduction de l'anglais au français, traduction forcément approximative, comme le disait donc le controversé Winston Churchill, Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, plus vous verrez loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. George Orwell, le célèbre auteur du non moins célébrissime roman d'anticipation 1984, affirmait quant à lui dans son œuvre magistrale « Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur, celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé ». La deuxième discipline clé, à partir de laquelle nous déclinerons des concepts qui permettent de mieux cerner le monde, de mieux appréhender les événements, les convulsions qui s'y déroulent, est la géopolitique. Là aussi, de quoi s'agit-il ? Sans prétendre à l'exhaustivité, on pourrait définir la géopolitique comme l'étude des rapports de puissance dans l'espace. Il s'agit d'une discipline dont le but est d'analyser comment les États utilisent les territoires, les mers, les routes et les ressources pour exercer leur influence. Cette discipline, la géopolitique, a une histoire, un contexte de naissance. En effet, elle ne naît pas dans le néant. La géopolitique, en tant que discipline, se voulant scientifique, se formalise en réalité à la fin du XIXe siècle dans le contexte de l'unification allemande et des rivalités impériales européennes. Nous sommes un siècle après la Révolution française qui a bouleversé les équilibres en Europe, quelques décennies après la défaite de Napoléon face aux puissances européennes coalisées, défaite qui a fait suite à sa tentative d'invasion de l'immense territoire russe, invasion qui est notamment contée par l'écrivain russe Tolstoï dans son chef-d'œuvre Guerre et paix. Un roman immense, certes volumineux, mais que je vous conseille de lire si vous voulez découvrir, comprendre l'âme russe. Mais revenons à notre définition de la géopolitique. Après la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et la proclamation de l'Empire allemand sous Otto von Bismarck, la question du territoire devient centrale. Le géographe allemand Friedrich Ratzel montre que la puissance d'un État dépend de sa capacité à maîtriser et organiser son espace. Le Suédois Rudolf Gehlen s'inspire de lui pour créer le terme géopolitique et théoriser cette relation entre territoire et puissance. En France, Élisée Reclus développe une approche parallèle, plus humaniste et sociale, en insistant sur l'importance des peuples et des sociétés dans l'organisation de l'espace. Dans un pays européen voisin, en Grande-Bretagne, Alfred Mackinder propose une analyse de la géopolitique mondiale. Il identifie notamment le Heartland, le centre continental de l'Asie, comme pivot stratégique du monde. Plus tard, l'Américain Nicholas Spykman nuance cette vision en affirmant que ce sont surtout les marges côtières de l'Eurasie, le Rhineland, qui sont stratégiques pour le contrôle mondial. Le juriste allemand Carl Schmitt propose une approche différente. Il distingue les puissances terrestres et les puissances maritimes et analyse l'histoire mondiale comme un affrontement entre ces logiques. Sa réflexion est philosophique et juridique, parallèle à celle de Mackinder ou Spykman, mais elle n'est pas une réponse directe à leur théorie stratégique. Après 1945, la géopolitique est discréditée à cause de son instrumentalisation par la
géopolitique avec un K allemande associée au nazisme. Elle renaît en France dans les années 1970 grâce à Yves Lacoste qui l'a définie comme l'étude des rivalités de pouvoir sur le territoire à toutes les échelles et montre que la géographie n'est jamais neutre. Aujourd'hui, la géopolitique permet de comprendre non seulement les guerres, mais aussi les tensions économiques, énergétiques, maritimes ou technologiques. En résumé, la puissance ne s'exerce jamais hors de l'espace. La troisième discipline, à partir de laquelle nous ambitionnons de décliner des concepts qui permettent de mieux comprendre le monde, de mieux le structurer, est en fait l'un des sous-champs des sciences politiques. Il s'agit des relations internationales. Et bien là aussi, sans qu'il ne soit question d'être exhaustif dans cette introduction, on pourrait définir les relations internationales comme la discipline qui étudie les interactions entre les différents acteurs du système mondial. Ces acteurs sont d'abord les États bien sûr, mais aussi les organisations internationales, les entreprises multinationales et les acteurs transnationaux, c'est-à-dire des acteurs qui parviennent à se structurer, à se mobiliser et à agir sur la scène mondiale malgré les frontières sans passer par une autorité étatique. Cette définition peut certes sembler complexe, mais je m'engage à l'expliciter par des exemples concrets dans les vidéos qui suivront. Avant de poursuivre, il faut distinguer les relations internationales de la géopolitique. En effet, même si ces notions semblent assez proches, la géopolitique, comme nous l'avons vu, analyse les rivalités de pouvoir dans l'espace, la façon, les raisons dont des entités politiques, étatiques ou autres entrent en rivalité pour le contrôle d'espace afin d'en faire des territoires, c'est-à-dire des espaces appropriés, contrôlés. Les relations internationales, quant à elles, étudient l'ensemble du fonctionnement du système mondial, les interactions entre différents types d'acteurs, sans qu'il ne soit forcément question d'enjeux territoriaux. Plusieurs courants structurent cette discipline des relations internationales. Le premier de ce courant, le ou les réalismes. Nous y reviendrons avec des auteurs incontournables comme Hans Morgenthau, Kenneth Waltz et plus récemment le très médiatique John Mearsheimer. Ce courant, du ou des réalismes, affirme que les États cherchent avant tout à maximiser leur puissance militaire, puissance économique, afin de garantir leur sécurité, leur survie dans un système international anarchique. Anarchique en quoi ? Anarchique dans le sens où il n'y a pas de force de police internationale capable d'imposer un ordre que chaque État respecterait. Pour les réalistes, par exemple, les Nations Unies et leur Conseil de sécurité, censés garantir la paix et la sécurité internationale, ne constituent absolument pas une force de police capable d'imposer un ordre sûr. Second courant des relations internationales, le courant dit libéral, représenté notamment par Edleboul ou Andrew Moravcsik. Ce courant, le ou les libéralismes, soutient que malgré l'anarchie du système international, la coopération est tout de même possible entre les différents États ou plus précisément entre les élites qui les pilotent grâce aux institutions internationales, au commerce et à l'interdépendance qui se noue entre eux. Les États, les élites qui les pilotent, n'auraient alors pas forcément besoin de maximiser leur puissance militaire, économique, afin de garantir leur sécurité ou leur survie, car ces élites seraient rationnelles et parviendraient à trouver des compromis, des intérêts communs réciproques, afin de garantir une sécurité globale. Un troisième courant des relations internationales est le courant dit transnational, développé notamment par Joseph Nye et Robert Keohane. Ce courant, le transnationalisme, suggère que les États ne sont pas les seuls acteurs importants du système mondial. Les activistes, les mouvements sociaux, termes sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants, mais aussi les ONG ou encore les firmes multinationales ou transnationales jouent, selon ce courant de pensée, un rôle majeur dans la structuration du système international. Enfin, autre courant de pensée majeur des relations internationales, le constructivisme avec entre autres Alexander Wendt. Ce courant insiste sur le rôle des idées, des normes et des identités. La politique internationale ne serait pas seulement une question de puissance matérielle, mais aussi une question de représentation. En résumé, les relations internationales cherchent à comprendre comment fonctionne le monde entre rivalité de puissance, coopération institutionnelle et influence des idées. Vous avez sûrement déjà entendu les noms de certains mouvements qui ont marqué l'actualité, des noms comme Black Lives Matter et Occupy Wall Street aux États-Unis,
Indignados en Espagne il y a quelques années, les Gilets jaunes en France bien sûr, ou encore Urgence panafricaniste du très médiatique Kémy Séba en Europe et sur le continent africain. Cela vous dit forcément quelque chose, c'est ce que l'on appelle des mouvements sociaux. Certains de ces mouvements sociaux sont transnationaux, c'est-à-dire qu'ils agissent à l'échelle de plusieurs pays malgré les frontières, alors que d'autres peuvent être seulement locaux ou nationaux. Ces mouvements sociaux mènent ce que l'on appelle des mobilisations sociales. De quoi s'agit-il ? Il s'agit non seulement d'actions qui sont collectives, dans le sens où elles sont concertées, dans le sens où elles se développent, comme le dit le sociologue Éric Neveu, dans une logique de revendication, de défense d'un intérêt matériel ou d'une cause, mais aussi et surtout parce qu'elles se déploient dans une logique de contestation, voire de conflit face à un adversaire déclaré. Complexe ? Non, pas du tout, attendez un peu. Cet adversaire déclaré peut être de différentes natures. Étatique souvent, un dirigeant, un gouvernement, supranational parfois, comme par exemple l'Union européenne, l'Union africaine, ou plus nébuleux comme la mondialisation, le wokisme, la France-Afrique, l'islamo-gauchisme ou encore l'Occident collectif, pour citer, sans pour autant y adhérer bien sûr, les termes de certains. La sociologie des mouvements sociaux, parfois transnationaux, c'est justement cet effort d'analyse, d'investigation même, qui se propose de décortiquer ces modes d'action, ces stratégies, et qui permet de mieux comprendre comment de tels mouvements peuvent eux aussi participer à la marche de l'histoire et du monde. Parce qu'en effet, l'histoire, l'actualité, n'est pas seulement faite par des États, pas seulement impulsée par des organisations internationales ou encore de puissantes firmes mondiales. Non, l'histoire, les convulsions contemporaines du monde sont aussi initiées et portées par des personnalités qui créent des mouvements sociaux qui impulsent des mobilisations sociales, nationales ou transnationales, des mobilisations sociales, nationales ou transnationales qui réussissent à faire bouger les lignes. Mais il est maintenant temps de conclure cette première vidéo introductive. Nous reviendrons sur tout cela en détail, afin de tenter d'avoir davantage de clés pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, afin de tenter de ne pas être dépendant à outrance des analyses d'autrui, afin de développer son esprit critique et de mieux comprendre les logiques à l'œuvre, afin surtout de réussir à mettre mentalement un peu d'ordre dans le désordre d'un monde qui semble parfois devenu fou. Histoire, géopolitique, relations internationales, mouvements sociaux transnationaux, concept de l'analyse, it's the place to be. À bientôt.